Je le disais donc, dans le talk, on s'intéresse aux opportunités de formation et de débouchés en médecine, notamment par ces temps, vous le savez, où les nouveaux bacheliers sont appelés à opérer leur choix de filière pour les études universitaires. La médecine est un métier noble, mais vous vous demandez certainement s'il en vaut la peine. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Mes invités sont déjà en plateau pour en parler justement. Je suis avec Gilbert Fassinou, il est le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. À côté de lui, Marc Aguewé, vice-président de l'Association des étudiants en médecine. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. On va commencer les échanges, le temps que notre troisième invité nous rejoigne d'ici là. Alors, le décor est planté, je l'ai dit. La question que beaucoup se posent, notamment dans le secteur de la médecine, est-ce qu'il faut rester quand on a fini ses études? Est-ce qu'il faut aller à l'extérieur, chercher à poursuivre les études ou à servir ailleurs? Gilbert Fassinou, dites-nous, selon vous, quels sont les principaux obstacles qui poussent les jeunes médecins béninois, notamment à envisager l'immigration après l'obtention de leur diplôme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que la question est très pertinente et mérite d'être posée à l'ère de la globalisation où le monde est devenu une planète. C'est ça. Où le marché aussi du travail n'est pas limité qu'au marché national. Et plus spécifique dans notre domaine qui est le domaine de la santé aujourd'hui, où on remarque de plus en plus que les pays de l'Occident ont une pénurie assez criarde en professionnels de santé, qu'il s'agit des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, beaucoup d'autres corps. De plus en plus, ces pays offrent aux jeunes médecins qui sortent, à tous les médecins d'ailleurs, des conditions beaucoup plus attrayantes, ce qui fait que les collègues, en tout cas les médecins et les agents de santé, ont tendance à partir de leur pays et à aller servir ailleurs. Est-ce à dire que les conditions ne sont pas attrayantes ici? Non, je suis en train de poser le décor. Je reviendrai tout à l'heure sur le Bénin pour dire que c'est une situation qui est générale. Ce n'est pas propre au Bénin, ce n'est pas propre à notre pays. Et les sondages ont montré que même dans les pays maghrébins, où la médecine semble être un peu plus avancée que dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, les gens sont tendance à aussi partir. Avec aujourd'hui l'ouverture de la PAE, c'est un programme de vérification des connaissances qui permet aux médecins d'exercer en France. On a montré qu'en 2022, il y a près de 1200 médecins algériens sur les 2000 qu'ils ont recrutés qui sont partis. 1200 médecins algériens. Et il est dit qu'au niveau de Tunisie, depuis 2017, près de 800 médecins quittent le pays chaque année. Au Nigeria, nous sommes autour d'environ 100 à 200 par mois. Donc c'est pour dire que c'est d'abord un phénomène qui est globalisant. Et quand nous sommes en face de ce phénomène, nous devons nous poser la question. En Afrique, où il y a environ 2% de capital humain en matière d'agents de santé par rapport à ce qui est dans le monde, pourquoi les gens doivent quitter l'Afrique où il y a un grand besoin de soins pour aller à l'extérieur? Et c'est en posant cette question qu'on va comprendre à travers les recoupes qu'on a fait d'ici et de là, que les médecins partent, non pas parce qu'ils n'ont pas le patriotisme, mais c'est qu'ils passent principalement à la recherche du bien-être. À la recherche du bien-être. Cela me permet d'embrayer du côté de Marc Aguewé, vice-président de l'Association des étudiants en médecine. Vous êtes étudiant en médecine. Exactement. Et avez-vous déjà envie, vous, de partir? Bon, personnellement, le choix ne s'opère pas directement dès que nous sommes sur le parcours. Ça va dépendre du niveau parce que c'est cette année d'études et à diverses étapes, nous avons divers objectifs. Mais dès que nous arrivons en 6e année de médecine, pour un étudiant consciencieux qui a des ambitions, il se demande après ma 6e année, après ma 7e année, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais devenir? C'est quand même assez lourd pour cet étudiant-là qui, depuis 6 années, étudie et va encore passer une 7e année en tant qu'étudiant, de finir et de ne pas avoir un moyen financier, de ne pas avoir une source de revenus qui puisse lui permettre de pouvoir s'épanouir socialement ou financièrement parlant.
Donc, c'est là que la question se pose, est-ce qu'il faut rester au pays ou est-ce qu'il faut s'en aller vers d'autres horizons pour découvrir, pour aller à l'aventure, disons. Donc, devant cette question, nous avons nos aînés vers qui nous nous tournons pour pouvoir avoir l'information, pour savoir sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qui se passe. Dès que nous avons porté la toge rouge au Palais des Congrès, après, qu'est-ce qui se passe? Et nous découvrons que les conditions ne sont pas très, très attrayantes. Disons ça comme ça parce que beaucoup de nos aînés vont nous conseiller de bien réfléchir à est-ce qu'il faut travailler pendant un moment pour pouvoir faire un peu d'économie ou est-ce qu'il faut d'emblée commencer la spécialisation. Chose qui n'est déjà pas facile parce que cet étudiant-là qui n'a rien gagné pendant 7 ans durant se retrouve après avec son diplôme de docteur en médecine et veut bien commencer la spécialisation. Une spécialisation qui va peut-être durer 4 à 5 ans, mais pendant ce temps également, il est encore considéré comme étudiant. Si ce jeune-là a déjà 25 ans, avec 4 ans, il se retrouve déjà à 29 ans, c'est compliqué pour celui-là d'aller toujours vers les parents chaque lundi matin pour demander l'argent de poche. Donc, on commence à se demander que faire. Est-ce qu'il faut aller vers les pays du Nord pour pouvoir travailler pour eux pendant un moment, le temps de rassembler les moyens financiers qu'il faut pour revenir faire la spécialisation, ou est-ce qu'il faut d'emblée aller de l'autre côté pour poursuivre toute la carrière? C'est là que la question se pose réellement. Alors, mais la question que je me pose aussi, est-ce qu'au niveau de votre faculté de médecine, est-ce que les étudiants sont suffisamment informés et formés sur aux difficultés ou aux défis du marché de l'emploi local? Monsieur Njoalis, par rapport à cette question, la faculté de médecine de Cotonou, pour la faculté de médecine de Cotonou, elle forme suffisamment l'étudiant à aller sur le marché du travail. Quand je dis d'aller sur le marché du travail, déjà à partir de la 2e année, nous avons des stages académiques que nous faisons de la 2e en 6e année. Mais pendant les vacances également, l'association des étudiants en médecine de Cotonou œuvre à ce que les étudiants puissent aller dans leurs localités respectives pour pouvoir aller dans les cliniques, aller dans les hôpitaux et se coller aux réalités qui sont également dans ces milieux-là. Donc, ils sont bien aguerris à ce qui se passe dans les cliniques, dans les hôpitaux, 4 à 5 années durant. En 6e année de médecine également, nous avons des stages de zone qui nous permettent d'aller passer 2 mois en dehors de Cotonou et dans d'autres localités et jouer le rôle de médecin généraliste. C'est-à-dire, on nous permet d'être à la commande, de pouvoir gérer les patients, faire les consultations, tout ceci qui nous prépare déjà au marché du travail. Arrivé en 7e année de médecine, il est permis pour l'étudiant qui a validé tous ces examens cliniques de pouvoir travailler dans une clinique privée. Déjà avoir ne serait-ce des horaires dans une clinique privée ou dans une clinique de la place pour pouvoir exercer et se préparer à être apte au marché de l'emploi. Alors après avoir fait tout ça, j'imagine que forcément il y a les réalités du terrain qu'on commence à maîtriser. Exactement. Donc on se rend compte de la nécessité de rester ou de partir. Exactement. À partir de ce moment-là. Alors Gilbert Fassinou, le décor implanté, beaucoup partent généralement parce qu'ils sont à la recherche du bien-être, à la recherche d'un lendemain meilleur, de conditions de vie peut-être un peu plus favorables, quand on sait que ce n'est pas systématique non plus. Alors au niveau de votre syndicat, est-ce que vous posez des actions? Est-ce que vous mettez en place, je ne sais pas, des initiatives peut-être pour améliorer ou pour pousser à l'amélioration des conditions de travail afin de réduire un peu l'exode, on va dire, des médecins à l'extérieur? Oui, merci beaucoup. Au niveau de notre syndicat, nous faisons beaucoup d'efforts. L'effort d'abord dans le sens de plaidoyer à l'endroit de l'autorité qui décide, parce qu'aujourd'hui le pouvoir régalien de la santé de la population revient au gouvernement, à l'État central à travers le ministère de la Santé. Je pense que le SIAMEF fait des plaidoyers, en tout cas de plus en plus,
Et nous ne nous limitons pas du tout au plaidoyer. Nous sommes partis juste pour aller voir. On a fait des études dans le passé pour voir quel est le problème, en fait, le fond du problème. Parce que si on ne connaît pas le fond du problème, ce sera difficile de proposer des solutions. En matière du marché d'emploi dont mon collègue a parlé tout à l'heure, nous avons vu que depuis 1986, qu'il y a gel systématique de recrutement dans la fonction système public, parce qu'avant ça, tous les médecins qui sortaient sont recrutés. Nous avons réalisé une étude qui montrait que l'opportunité d'entrer dans la fonction publique était autour de 20%. Et ceux qui l'ont saisi réellement après avoir eu l'opportunité étaient autour de 13%. Ça veut dire que le secteur qui reçoit majoritairement les médecins après leur formation, c'est le secteur privé. Et ce secteur, aujourd'hui, a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être viabilisé pour que c'est le médecin qui sort, il a dit tout à l'heure, après cette année d'études où vous avez pratiquement été étudiant, vous n'avez pas certainement des ressources pour vous installer tout de suite. Comment vous allez faire? Le plus souvent, les collègues prennent des gardes dans les formations sanitaires où la rémunération aujourd'hui n'est pas ce que ça doit être. Les études qu'on a fait, on a vu qu'il y a des médecins qui sont payés. La moyenne de salaire des médecins, c'est connu. Je ne vais pas dévoiler ça certainement sur ce plateau. Moi, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des médecins aujourd'hui qui font des tourismes hospitaliers et qui ont une rémunération mensuelle de moins de 100 000. De moins de 100 000. Parce qu'il doit passer dans des cliniques, aller faire des gardes, ce qu'il va certainement vous dire tout à l'heure. Donc, quand vous sortez de l'école de formation de médecine, et que vous avez fait 7 ans, et vos parents sont derrière, tout le monde vous regarde maintenant, et que vous n'êtes pas capable de survenir à votre propre besoin ni de soutenir vos collègues, vos frères qui sont venus en arrière, c'est normal que les gens réfléchissent à un moment donné pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les causes qu'on a retrouvées, j'ai parlé tout à l'heure de la recherche de bien-être, mais il n'y a pas que de la recherche de bien-être. Les collègues ont rapporté que le métier de médecin est de plus en plus dévalorisé. Ce qui ne va pas vous dire. Est-ce que les jeunes médecins sont fiers aujourd'hui de regarder les anciens pour dire ceux-là, ils sont des modèles pour nous. Ce qu'ils sont en train de faire, on peut continuer. Ben, il y a des modèles. En tout cas, il y a des modèles, mais ce n'est pas beaucoup. Il y a la mauvaise rémunération tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais il y a aussi absence, disons, une insuffisance disons, le manque de plateaux techniques, les moyens pour travailler. Donc, tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, les gens se disent, il vaut mieux que je puisse aller chercher ailleurs, là où le mieux est le meilleur offrant. L'autre chose aussi, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, les pays occidentaux ont besoin de médecins. Mais ces pays ne font pas que demander à recruter des médecins. Non seulement ils les recrutent, mais ils leur offrent des meilleures conditions, que ce soit en termes de salaire, en termes de l'environnement du travail, etc. Et l'un des facteurs qu'on a aussi retrouvé dans ces sondages, c'est qu'il a dit tout à l'heure, quand vous finissez les 7 ans d'études, vous devez aller en spécialisation. N'ayant pas nécessairement des ressources nécessaires pour y aller, depuis 2015, les frais d'accès à la spécialisation sont augmentés de 500 000 d'emblée, c'était 251 200. Mais ça a été augmenté en 2015 à 751 200 et c'est après la grève de la messe que c'est ramené à 251 200. Donc tous ces facteurs constituent donc des facteurs de les autres. Et qu'est-ce que nous on a fait au niveau du secteur privé? Nous continuons de travailler à ce que les conditions du médecin d'abord qui va s'installer en clientèle privée, que ces conditions soient améliorées. C'est ça qui nous a conduit en 2020 à aller faire avec tous les acteurs la tarification dans le secteur privé pour qu'on puisse savoir si je dois consulter un médecin dans le secteur privé, combien coûte la consultation. Alors, mais j'imagine au-delà de cela, il y a certainement d'autres initiatives que vous mettez en place pour éviter quand même pour éviter la fuite des cerveaux. Oui, la fuite des cerveaux, on ne peut pas l'éviter. On peut peut-être le limiter, oui, parce que toutes les théories, que ce soit les experts aux États-Unis, les Maghrébiens et même au Nigeria, tous ceux qui ont écrit, ils ont montré que le phénomène est tellement globalisant. Vous imaginez, pendant que les Africains veulent aller en France, il y a les Français qui quittent la France pour aller au Canada, pour aller dans d'autres pays. Donc le phénomène est généralisé. Donc ce qu'on peut faire, c'est de limiter le phénomène. Et pour le limiter,
d'abord, il faut que l'État central prenne sa responsabilité. Ce qui est prouvé aujourd'hui, c'est qu'il faut améliorer les conditions de vie des médecins. En dehors de ça, nous, on a pris l'initiative. Par exemple, cette année, nous sommes en train de vouloir organiser la première journée des médecins du Bénin. Ce sera pour réfléchir sur ces problèmes et voir, en tant que médecin, d'où est-ce que nous sommes partis. Mais où est-ce que nous sommes venus aujourd'hui et le lendemain, c'est quoi? Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que, vous voyez, il y a une forte démographie aujourd'hui. Oui, en 1950, on était 2 millions. Aujourd'hui, on tourne autour de 13 millions. Le besoin en soins augmente de façon exponentielle. Et s'il n'y a pas suffisamment de médecins pour s'occuper de nos populations, qu'est-ce que la population deviendra? Il y aura suffisamment de médecins. On a un médecin déjà, on a 2 médecins déjà sur le plateau, donc on n'a pas de crainte. Alors, Marc Aguewé, on a abordé la question de la mauvaise rémunération, la question de la fierté d'être médecin. Aujourd'hui, on sait quand même que beaucoup de Béninois ont envie d'aller en médecine, beaucoup de jeunes diplômés ont envie d'aller en médecine parce que c'est un métier noble qui a assez de prestige. Mais est-ce que les problèmes sont aussi criants dans ce secteur-là? Financièrement, je dirais oui. C'est financièrement le métier de médecin se retrouve comme noble, mais est-ce qu'il nourrit réellement son homme? On dit que vous êtes fier d'être médecin, tout au moins? Oui, il faut être fier d'être médecin. Après, ce sont des métiers que l'on fait par passion. Oui, ça, sauf que... On ne cherche pas à gagner ou à vivre sauf que la passion ne permet pas d'aller au supermarché. La passion ne va pas nous permettre de payer un billet d'avion ou de faire d'autres choses, d'acheter une voiture. Donc, à un certain niveau, il faut avoir un statut social. Il faut pas quand même que dans une clinique, un infirmier puisse venir à voiture et que le médecin puisse venir à moto. Non, ça peut être un choix aussi. Non, quand même, c'est dans une période de pluie, nous sommes dans un pays quand même où l'impression que vous donnez par votre présentation permet de vous respecter. Donc, dans toutes ces conditions-là, nous avons des médecins qui vont faire des tours de garde. Je vais donner un exemple simple. Pour les cliniques privées, la moyenne de paiement des gardes, pour celles qui payent les mieux, on va dire 20 000 francs pour 24 heures. Donc, si on prend en moyenne, disons 10 000 francs, et un médecin qui fait 24 heures lundi, il va descendre le mardi, se reposer, revenir mercredi. C'est-à-dire, sur 30 jours, il va travailler 15 jours. Et s'il travaille 15 jours et qu'il reçoit 10 000 francs pendant 15 jours, ça lui revient à 150 000 francs CFA. Avec 150 000 francs CFA au Bénin, je me demande est-ce qu'il est capable de mettre de l'essence dans son moyen de déplacement? Est-ce qu'il est capable de... 150 000, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus quand même. Ce n'est pas rien, mais ça ne lui permet pas de constituer une épargne pour rentrer en spécialisation. Mon aîné l'a dit tout à l'heure, il faut payer une somme de 500 et quelques mille par an pendant 4 ou 5 ans. Pendant ces années-là, tu ne pourras pas travailler pour également avoir des soins à côté. Donc alors, au niveau de l'association, dont vous êtes le vice-président, j'imagine que vous avez des activités ou des initiatives quand même pour pousser ceux qui sont dans le secteur à rester, pour leur donner envie surtout de continuer dans le secteur de la santé, malgré peut-être toutes les difficultés qu'il y a derrière. Il y a des initiatives que vous mettez en place. Exactement. L'association des étudiants en médecine de Cotonou a été fondée depuis 1990 et depuis lors, SATEL a participé à l'épanouissement scientifique, social et culturel de l'étudiant en médecine. Donc dans ce but, l'association des étudiants en médecine accompagne toutes les initiatives de la faculté de médecine qui ont pour but de permettre à l'étudiant de mieux savoir, de mieux être formé et scientifiquement d'être plus à l'aise. Donc dans ce but, il y a également l'État qui accompagne avec la réouverture l'année passée du concours de l'internat. Ce concours-là qui permet aux étudiants en médecine dès la 5e année de pouvoir être lancés dans les spécialisations selon leur choix. Il s'agit d'un concours très sélectif
qui leur permet déjà de rentrer dans la fonction publique à partir de la 5e année de médecine, dès qu'ils ont réussi à entrer dans la spécialité de leur choix. Donc, en dehors de ça, il y a également certaines bourses de formation qui sont offertes pour certaines spécialités. Je vais citer par exemple la médecine d'urgence ou d'autres spécialités dont l'État ressent le besoin criard et nous motivons nos camarades à pouvoir se lancer, à souscrire dans ces spécialités-là afin de pouvoir bénéficier de l'aide de l'État. Également par des activités scientifiques que nous organisons. Je donne l'exemple du jeu d'Hippocrate. Nous permettons aux étudiants en médecine de faire de la médecine toujours une passion, parce qu'en étant en faculté de médecine, ce n'est pas évident de nourrir cette passion-là juste en apprenant les cours, en allant au stage. Il faut également toujours rester à la pointe de l'information, découvrir quelles sont les avancées dans la science, quelles sont les avancées en médecine. Et par le jeu d'Hippocrate que nous organisons chaque année, nous permettons aux étudiants, déjà au niveau de la FSS et également en collaboration avec la faculté de médecine de Parakou, de pouvoir se confronter sur des questions de médecine, de pouvoir confronter leurs connaissances, de pouvoir exposer leurs défauts et de pouvoir s'amuser autour de thèmes scientifiques, leur permettant de plus nourrir leur passion et de plus nourrir leur envie de toujours rester avec nous tous ensemble entre collègues pour pouvoir permettre le développement du pays. Alors on sait qu'il a légèrement abordé le besoin de l'État. Rien ne peut se faire sans que le besoin de l'État ne soit manifesté. Gilbert Fassinou, l'État décide d'investir peut-être dans un secteur ou décide de recruter plus, d'offrir des bourses de formation dans un secteur. Ici, on a parlé de la médecine d'urgence, rapidement, voilà, qui est un secteur dans lequel l'État ne peut pas mettre l'argent partout. Vous, en tant que syndicaliste, comment est-ce que vous collaborez avec l'État, le gouvernement, pour définir ensemble les priorités, pour pouvoir orienter les étudiants quand ils viennent en médecine sur ces secteurs-là, on va dire, peut-être qui sont plus porteurs d'avenir que peut-être dans d'autres secteurs, d'autres spécialisations? Non, vous savez, la politique, l'État a les moyens de sa politique et la politique de ses moyens. Si l'État nous invite à discuter de ces questions de façon volontaire, nous y allons et nous faisons des propositions. Et d'ailleurs, nous en faisons de plus en plus. Et même si l'État ne vous invite pas, vous avez l'obligation de faire des propositions. Oui, nous faisons des propositions. Imaginez qu'en 2017, quand on avait conduit la grève de la messe, nous avons fait assez de propositions. Je pense que ces propositions, beaucoup sont prises en compte. Je peux remercier le gouvernement pour ce qu'ils ont fait dans le temps, parce qu'il y avait cette question du statut du médecin et de l'étudiant en médecine dans l'espace hospitalo-universitaire, avec surtout l'octroi de bourses pour entrer en spécialisation. Ça avait commencé en 2018. C'est vrai que ça n'a pas suivi comme on aurait suivi, mais il y a un effort qui est fait. Mais seulement ce qu'on est en train de dire, nous sommes en face d'un problème qui est vraiment grave, que pour que le citoyen béninois puisse être en bon état, il faut un système de santé performant. Et le système de santé performant repose sur deux piliers. Ça repose sur les ressources humaines et ça repose sur les moyens. Donc, nous ne pouvons pas nous demander à l'État, voilà les secteurs de priorité dans lesquels vous allez intervenir. Donc, si nous disons, par exemple, c'est la médecine d'urgence qu'il faut faire, et que peut-être il y a d'autres spécialités où il y a manque, qu'est-ce qui va se passer quand les patients vont se retrouver dans ces cas? C'est pourquoi, de façon globale, ce qui est conseillé aujourd'hui pour Chola, selon les données que l'OMS avait, les recommandations de l'OMS, c'était un recrutement massif de personnel de santé pour pallier aux pénuries. Et en fonction donc des urgences qu'il y a dans chaque pays, l'État central décide de dire, moi, je me concentre peut-être sur la médecine d'urgence, je me concentre sur la formation des gynécologues, des sages-femmes, etc. Mais nous, en tant que syndicat, nous ne pouvons pas demander à l'État de s'occuper d'un seul secteur. Nous sommes obligés de faire voir les problèmes dans les différents secteurs et d'inviter l'État central à porter son regard sur ces problèmes pour que nous n'allons pas vers le désastre. Mais en tant que syndicaliste, vous pouvez également aller chercher des partenaires pour l'État, non? Oui,
Oui. Cela peut se faire. Vous décidiez, par exemple, en termes de spécialisation, de de demander d'aller chercher des partenaires qui viendront accompagner l'État béninois dans sa politique c'est possible. Je pense que l'État a beaucoup de partenaires aujourd'hui dans le domaine de santé. Oui, au-delà des partenaires de l'État. Parce que vous, par exemple, on parle... il y a d'autres secteurs qui ont besoin, par exemple, de bourses. Oui. L'État, pour le moment, n'a pas encore investi dans ce secteur-là. Vous pouvez aller chercher des partenaires, des fondations à l'extérieur et dire, ces fondations sont prêtes aujourd'hui à investir, à offrir des bourses dans tel secteur. Nous les avons apportés vers vous. C'est aussi le rôle d'un syndicat. Oui, nous en avons fait dans le passé. C'est seulement que ça n'avait pas donné de fruits comme on l'avait souhaité. Nous nous sommes rapprochés de plusieurs institutions à qui nous avons d'abord écrit au moment où le problème de l'élévation de coûts d'accès à la spécialisation se posait et que les médecins se plaignaient. Nous avons écrit à plusieurs institutions dont je fais tel les noms ici pour qu'ils puissent accompagner. Le résultat que nous avons eu n'était pas ce que ça doit être, parce que ces institutions se disent il y a toujours un État central qui s'occupe de la politique globale et ils ont certainement donc des informations sur ce qui est en train d'être fait. N'empêche que des structures comme des banques, je sais qu'il y a la Banque islamique de développement et d'autres structures qui accompagnent de temps en temps ces formations. Il y a des partenaires, les Belges et beaucoup d'autres pays qui accompagnent même des bourses pour des étudiants en médecine, etc. Donc, nous faisons des efforts, mais seulement, comme on le dit, en tant que syndicat, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas aller au-delà de certaines limites. Et c'est ça, d'abord, notre problème. Donc, nous avons plus de voix à parler à nos collègues, à nous réunir pour discuter des problèmes qui sont les nôtres et trouver des solutions intrinsèques, parce qu'il y a toujours à l'intérieur des solutions pour les problèmes qui se posent. Au-delà donc du caractère intrinsèque, comme vous avez dit, peut-être la démarche serait d'aller dans une recherche offensive désormais, des bourses ou bien des accompagnements vis-à-vis donc des collègues. Bon, on Parce va que j'imagine que si le gouvernement sent en vous la volonté de l'accompagner, le gouvernement ne peut pas dire non. L'essentiel, c'est le bien-être de tous les citoyens. Et cela me fait dire aujourd'hui, quand on est jeune diplômé et quand on est en train de finir sa formation, vous, en tant que syndicaliste, quel est votre rôle dans l'accompagnement des jeunes médecins face à leur dilemme, à ce dilemme-là de rester ou de partir? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait pour leur montrer la nécessité de rester? Parce qu'on a besoin de ces compétences ici. Oui, nous allons montrer la nécessité de rester, mais on a déjà étalé tout à l'heure la problématique. Ce que nous faisons nous en tant que syndicat, ce que nous on fait en tant que syndicat, c'est de sensibiliser d'abord les collègues sur d'abord c'est quoi le marché d'absorption que vous avez. Il faut que nous puissions leur dire, quand vous allez sortir, vous allez prêter le serment tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez devenir? Et ça, nous avons commencé ce travail, je pense, depuis 2019-2020. Nous le faisons de façon systématique jusqu'à l'année dernière où nous n'avons pas pu avoir la rencontre avec la dernière promotion qui est sortie de l'école de médecine. On avait, avec l'ancienne présidente de l'AEMC, pris une initiative de collaboration de façon à ce qu'on puisse sensibiliser les étudiants sur le devenir, ce qu'ils vont devenir après et comment ils peuvent aussi faire le choix de mieux s'insérer, pas à l'étranger, mais localement, quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir s'insérer. L'Ordre des médecins, qui est une institution fêtière, aussi fait de façon systématique, voilà, sortie des médecins, une rencontre et une orientation. Donc c'est ce que nous faisons pour le moment. Mais au-delà de tout, vous savez, le syndicat n'a pas assez de moyens. Le syndicat ne peut pas financer, parce que l'une des questions qui s'était posée, comment accompagner les jeunes médecins à s'installer en privé? Le syndicat n'a pas de moyens pour accompagner les jeunes médecins. Mais le syndicat peut négocier auprès des banques des subventions, des accompagnements. Il faut des garanties. Ben oui, le syndicat peut se constituer garant. Il faut des garanties et je vous assure que tous ces débats, toutes ces réflexions sont menées. C'est pour cela qu'à un moment donné, nous nous sommes dit,
avec que ça soit pas seulement... Le problème qui se pose n'est pas uniquement le problème des syndicats. Il y a les syndicats, il y a l'ordre des médecins, il y a les associations. Il faut qu'ensemble, nous puissions nous réunir et que nous puissions nous asseoir pour réfléchir aux problèmes. Ce n'est pas qu'une seule personne ou une seule association se lève pour dire « je vais faire ». Généralement, nous en avons fait dans le passé. Chacun est allé en solo, mais ça n'a pas marché. Et c'est la raison pour laquelle nous disons cette année, il vaut mieux que nous asseyions, réfléchir aux problèmes de façon approfondie, proposer des solutions et faire un plaidoyer vis-à-vis de l'autorité, quitte à ce que la situation du jeune médecin s'améliore. Je vous assure que dans les sondages, malgré cette situation qu'on a décriée, les médecins sont fiers d'être médecins. Ils sont fiers d'être médecins. Et s'il y avait encore la possibilité de choisir à nouveau, beaucoup de nous, ceux qui sont encore au pays, vont encore choisir d'être médecins et au pays. Alors, Marc, au niveau de votre association, j'imagine que vous aussi, vous ne laissez pas les jeunes sur le carreau. Je suis jeune étudiant, je viens d'avoir mon bac, j'ai envie d'aller dans le domaine de la santé, j'ai envie de m'inscrire en médecine. Vous êtes un devancier. Oui. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Au niveau de l'association d'étudiants en médecine de Cotonou, nous préparons les premières années en médecine. Tous ceux qui sont désireux de s'inscrire en faculté de médecine à travers une séance d'orientation. Une séance d'orientation au cours de laquelle nous leur présentons la médecine, le parcours de l'étudiant en médecine, c'est quoi? Et pendant ce parcours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet étudiant-là aura à acquérir comme compétences et comment il pourra vendre ses compétences sur le marché de l'emploi dès qu'il aurait obtenu son parchemin. Donc, nous permettons à travers les séances d'orientation des étudiants, c'est-à-dire des nouveaux bacheliers, à pouvoir mieux connaître quelles sont leurs ambitions de vie, quels sont leurs objectifs, parce que c'est en fonction des objectifs que l'on fixe si l'on veut une carrière médicale ou pas. Donc, on leur expose également quelles sont sur le marché béninois les opportunités de pouvoir s'insérer professionnellement après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine. Le docteur en médecine. Et quand vous finissez tout ça, parce que les problèmes qu'on a posés ici peuvent donner... peut rebuter les jeunes et se dire que si c'est ça, je n'ai pas envie de rester. Vous, je l'ai demandé tout à l'heure, vous êtes fier d'être médecin? Oui, je suis fier, même si je ne suis pas encore, je suis fier du médecin que je serai. Que vous serez. Bon, j'imagine, vous êtes déjà médecin, puisque vous êtes déjà sur le parcours, vous êtes déjà médecin, et forcément, il y a des médecins, des devanciers qui ont fait la fierté de ce pays quand même, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous inspirer pour aller de l'avant et même faire plus. Oui. Mais le problème aussi dans notre milieu et au Bénin, c'est que l'épanouissement sur le plan scientifique n'est pas encore, des efforts sont faits bien sûr, n'est pas encore là où il devait être. Je suppose un étudiant en médecine très brillant qui a pour objectif de faire la neurochirurgie au Bénin par exemple. Dès qu'il finit de soutenir, il n'y a pas la possibilité de faire la neurochirurgie au Bénin, de faire la spécialisation sur place. Du coup, il doit voyager, soit en Afrique, soit carrément hors du continent pour aller faire la spécialisation. Ce n'est pas la seule spécialité qui manque, il y a plusieurs autres spécialités. Nous, étudiants en médecine, rêvons également d'avoir des prix Nobel, de faire de la recherche, du travail dans des laboratoires. On n'aura pas que des médecins qui vont s'asseoir et prendre des patients en consultation. Nous voulons également être ces médecins-là qui trouvent des solutions à des problèmes de santé, publique, à travailler sur les virus, à travailler sur les vaccins dans les laboratoires. Ce que forcément notre environnement ne nous permet pas de développer ici. Donc ça peut pousser certains de nos camarades, certains de nos collègues, bien qu'ils soient fiers d'être médecins béninois, de voyager à la recherche de compétences ou de savoir-faire pour pouvoir peut-être revenir utiliser ça dans la nation. Évidemment, on est d'accord que Rome ne s'est pas construit en un jour. Exactement. Donc cela va se faire au fil des années. Exactement. Là où on était il y a quelques années, on n'y est pas aujourd'hui. On a connu beaucoup d'avancées, notamment dans le domaine de la santé aujourd'hui, avec les réformes, notamment de main de maître conduites par le ministre de la Santé. Alors,
dans le domaine de la santé, il y a ces journées-là, les journées des médecins qui sont souvent organisées. Comment ça se passe, journée des médecins? Comment ça se passe? Non, il y a des journées qui sont organisées, mais je pense que ce qu'on est en train de projeter, c'est la première. Ces journées ne sont pas comme des congrès. Il y a des congrès des médecins. Il y a des sociétés savantes qui organisent des congrès où on fait la revue des différentes connaissances scientifiques dans le temps et on sort les nouveautés, les recommandations. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ces journées spécifiquement, c'est des journées qui seront centrées sur le médecin. Sur le médecin. Vous voyez, c'est souvent, le médecin n'a souvent pas le temps de parler des autres, de lui-même. Bon, les consultations. C'est dans presque tous les corps de métier. Non, mais plus en médecine. On vous dira pareil dans le journalisme. Oui, si vous rentrez dans notre corps, vous allez comprendre qu'il y a des médecins même qui s'oublient. Ouais. Mais ce que nous voulons faire, c'est de nous asseoir pour dire, en tant que médecin béninois, nous avons tous la fierté d'être médecins et d'être au pays. Les collègues qui sont allés à l'extérieur, nous avons dit tout à l'heure, il y a la recherche du bien-être, mais beaucoup y sont, comme il a dit tout à l'heure, pour améliorer leur performance, la connaissance dans un domaine spécifique et revenir servir le pays. Donc, tous ces médecins que le Bénin a aujourd'hui, comment nous pouvons nous mettre au service de la population pour que la situation socio-sanitaire de notre pays puisse changer. Et au-delà de ça, comment faire pour que la corporation rayonne, pour que l'étudiant qui est l'élève qui est en première, bien même l'écolier déjà puisse rêver comme nous tous on avait rêvé de devenir médecin. Comment faire pour rayonner la corporation pour que l'étudiant ou l'élève ait envie de devenir médecin? Donc c'est ce de quoi nous voulons parler dans les prochaines journées. À travers ces journées, nous allons certainement aborder la question de la réinsertion des jeunes médecins, ceux qui vont sortir, comment faire pour qu'ils puissent aller sur le marché d'emploi. Et au-delà de ça, la question également de l'ESO de médecins, parce que chaque pays a ses particularités quand on parle de l'ESO. Ce qui est propre aux Maghrébiens, ce n'est pas nécessairement notre réalité. Et nous devons réfléchir pour voir de façon spécifique ce qui est pour nous et ce qu'il faut faire pour que ça change. Eh bien, merci pour ces échanges. Je vais vous permettre de conclure cet échange avec peut-être des conseils à l'endroit des jeunes, un peu comme l'a fait Marc tout à l'heure, des conseils à l'endroit de ce jeune bachelier qui a envie de se lancer en médecine et qui se dit, est-ce qu'à bout de 7 ans, je vais sortir et je vais pouvoir vivre pleinement de mon métier? Non, je l'avais déjà commencé par dire au départ, le marché d'emploi aujourd'hui, c'est planétaire. Et à ce jeune élève qui est jeune étudiant, qui veut venir en médecine, je l'encouragerai à 100% en tout cas entamer cette carrière, oui. Parce que la médecine, qu'on veuille ou pas, je pense que c'est le seul métier qui se pratique sur les hommes aujourd'hui, de façon directe. Donc, si un pays doit être en bon état, ça dépend des médecins. C'est pas que des médecins, du système de santé. C'est pour cela que nous encourageons les jeunes, tous ceux qui sont des élèves, qui rêvent de devenir médecins. S'ils n'ont pas d'informations, ils peuvent nous contacter, ils peuvent contacter l'association des étudiants en médecine. Nous allons les coacher. Et c'est ce que nous avons commencé même à un moment donné à faire des séances d'orientation pour que les gens sachent qu'en médecine, le domaine est vaste et le besoin est là. C'est vrai que la situation qu'on déploie est là, mais en tant que médecin, il y a toujours une porte de sortie. C'est ça. Merci à vous, Gilbert Fassinou, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Bénin. À côté de vous, il y avait Marc Agaoui, vice-président de l'association des étudiants en médecine. On a abordé justement le secteur de la santé, le secteur plus précisément la médecine, cette envie de rester ou de partir. On est tous d'accord qu'il faut rester pour construire son pays. Les situations sont difficiles partout dans le monde. Ce n'est pas qu'au Bénin, partout dans le monde. Il faut rester, on peut aller se spécialiser et revenir servir le pays. C'est l'essentiel à retenir de ce plateau. Merci. Merci. On se dit à très bientôt. À bientôt. Eh bien, c'est là-dessus que va prendre fin la parenthèse de ce jour. Demain, vous retrouverez Jennifer ici, assise à ma place. Elle va conduire la parenthèse pour les 2 prochains jours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt.